Donc bonjour à toutes et tous, je suis donc Marie Valser de la chaire UNESCO Alimentation du Monde et je suis très heureuse qu'on puisse organiser avec le CIVEM Action contre la faim ce webinaire autour des questions de caractérisation de la précarité alimentaire aux échelles territoriales. Et je vais commencer rapidement par vous représenter la chaire. Je pense que certains et certaines d'entre vous ont en tête les activités que peut mener la chaire, mais je vais quand même refaire un petit descriptif pour celles et ceux qui méritent, enfin, qui auraient besoin d'être un peu plus au clair. Donc, notre chaire, qu'est-ce que c'est? C'est une chaire d'enseignement et de recherche qui a plus de 10 ans maintenant, qui est basée à Montpellier et qui est labellisée par l'UNESCO et qui a spécialisé son activité autour des questions de système alimentaire durable. Il existe tout un réseau de chaires UNESCO à l'échelle mondiale qui travaille sur différentes thématiques. Et nous, c'est la question de la durabilité des systèmes alimentaires. Et notre rôle, c'est d'animer un dialogue entre sciences et société sur ces questions d'alimentation durable en travaillant au décloisonnement des savoirs, leur accroissement, leur diffusion entre, d'une part, les acteurs scientifiques du monde de la recherche académique et non académique, et puis également l'ensemble des acteurs qui travaillent dans les systèmes alimentaires, mais également autour des systèmes alimentaires et qui sont engagés dans une démarche de transformation de ces systèmes alimentaires. Et on mène cette activité de dialogue sciences-société au travers de trois types d'activités que sont l'accompagnement de la recherche, donc ça va être du montage de projets, de la valorisation de résultats de recherche, de l'animation, coordination dans différents programmes et dans différents réseaux. Ça va être de la formation également, et la chaire est notamment impliquée dans un master spécialisé que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Innovation et politique pour une alimentation durable, qui est ici à l'Institut Agro Montpellier. Et j'insisterai peut-être un peu plus sur le volet diffusion des savoirs, puisque la chaire le fait au travers de de différentes manières, et notamment de différents supports. Si je vous en parle, c'est parce que ce sont, pour ce qui concerne les policy briefs, les guides et rapports, les ouvrages, des ressources écrites qui sont en libre accès, qui sont accessibles en téléchargement gratuit sur le site de la chaire, et qui peuvent, de par leur format et de par la diversité des sujets qu'elles abordent, apporter des éclairages sur des questions que vous pouvez peut-être vous poser en tant qu'acteur. Et puis, la chaire organise également un certain nombre d'événements autour de ces questions d'alimentation durable, dont un en particulier qui prend chaque année une place d'importance dans l'agenda de la chaire, qui est son colloque annuel, qui avait eu lieu l'an dernier sur les questions de travail et qui aura lieu début 2024, le 2 février, sur la question de la jeunesse, de sa place dans les systèmes alimentaires et de sa façon de consommer et d'entrevoir les changements. Donc voilà. Je rentre dans le vif du sujet qui nous intéresse aujourd'hui sur l'identification, la caractérisation de la précarité alimentaire aux échelles territoriales et vais m'appuyer sur le travail qu'on a mené dans le cadre d'un projet qui, dans sa phase de préfiguration, s'appelait VOPSALIM 34, vers un observatoire des solidarités alimentaires dans le département de l'Hérault. C'est donc un projet territorial qui était porté par deux acteurs, la FAS Occitanie et nous, la chaire UNESCO Alimentation du Monde, qui a été financé dans le cadre du plan de relance et avec le soutien du conseil départemental de l'Hérault également, et qui avait pour objectif initial de créer un état des lieux actualisable des solidarités alimentaires dans le département. C'est-à-dire qu'il était question, dans un contexte Covid, post-Covid, début d'inflation, de pouvoir se rendre compte de quelles étaient les forces vives sur le territoire de l'Hérault qui étaient impliquées dans la réponse territoriale sur les questions de précarité alimentaire. Cet espace d'observatoire, il avait aussi vocation à être un lieu d'échange et de réflexion commun pour les acteurs du territoire qui s'intéressaient à cet enjeu-là, qui étaient tout à la fois des associations, des porteurs de projets qui relèvent de ce qu'on appelle à la chaire souvent des solidarités alimentaires, mais aussi des collectivités dans le cadre de PAT par exemple. On sait que c'est une thématique qui monte beaucoup. Et l'idée, c'était de travailler la construction de cet observatoire dans une démarche de co-construction avec l'ensemble des parties prenantes, et notamment on s'appuie pour ça sur un comité de pilotage pluriacteur pour monter ce projet. Donc cette phase de préfiguration, elle a duré 1 an et demi, 2 ans entre 2021 et 2022, et elle a abouti à la réalisation d'un objet concret qui est cet observatoire, Opsalim 34, depuis début 2023, et dont l'activité repose sur trois piliers qui ont tous pour base des actions de communication, coordination, bien sûr, des différents piliers.
enfin les deux premiers, j'y reviendrai pas dessus, et puis le troisième concerne concrètement ce dont on souhaite discuter aujourd'hui sur la caractérisation de la précarité alimentaire, donc j'y reviendrai plus en détail ensuite. Mais pour vous informer que le premier pilier vise à répertorier et localiser les dispositifs de solidarité alimentaire, donc ça répond vraiment à l'objectif premier d'identifier les forces vives sur le territoire. Et ça, c'est un travail qui a été mené en partenariat avec l'association Solinum, que vous connaissez peut-être, dont c'est vraiment l'un des objectifs de recenser les services à destination des personnes en situation de précarité et des accompagnants sociaux de ces personnes et qui travaillent également sur le volet alimentation, donc qui recense à la fois des structures d'aide alimentaire, mais aussi des projets qui relèvent plus des solidarités alimentaires. Le deuxième et donc troisième sur ce schéma pilier de l'Observatoire, c'est cette animation, cette idée d'animer des temps d'échange et de réflexion collective à l'échelle locale. Donc c'est une activité qu'on mène avec la FAS autour de l'organisation de rencontres interacteurs de façon régulière et sur des thématiques qui intéressent les acteurs du territoire. Et puis enfin, donc, cette action de caractérisation de la précarité alimentaire qu'on a mené avec tout un tas de partenaires, parmi lesquels le Basique, la Métropole de Montpellier, le Conseil départemental de l'Hérault et bien sûr l'INRAE, euh, voilà, que je vais vous décrire un peu plus en détail maintenant. Et n'hésitez pas si vous avez des questions au fil de la présentation à les poser dans le chat, elles seront relayées par la suite. Pour remettre un peu en perspective la genèse de la réflexion sur cette idée de caractérisation de la précarité alimentaire, donc toujours dans ce contexte post-Covid qui a à la fois révélé et aggravé un certain nombre de situations de précarité alimentaire, il y a eu de la part de beaucoup d'acteurs, à la fois à différentes échelles, mais aussi aux échelles territoriales, un besoin de mieux comprendre ce qui se passait en fait en matière de précarité alimentaire. Et ce sont des acteurs qui se sont heurtés finalement à une absence de données. Il existait bien des données qui correspondaient aux chiffres remontés par les associations d'aide alimentaire, qui sont finalement la seule façon qu'on ait d'appréhender aux échelles locales l'ampleur du phénomène d'aide alimentaire, de précarité alimentaire, pardon, mais qui évidemment est, bah, heureusement qu'il est là parce que c'est pour l'instant un des seuls qui existe, mais qui pose beaucoup de limites. Et notamment, il ne prend pas en compte l'ensemble du phénomène de non-recours, c'est-à-dire que on sait qu'il y a presque la moitié des personnes qui sont en situation de précarité alimentaire qui ne vont pas à l'aide alimentaire. Donc, ça ne rend pas compte de l'ampleur du phénomène. Et puis, toutes les associations n'ont pas la même façon de compter. Donc, les chiffres qu'on a, on a du mal à se rendre compte de ce à quoi ça correspond en termes de nombre de personnes touchées par la précarité alimentaire. Et puis également, c'est un chiffre qui correspond au nombre de personnes qui viennent à l'aide alimentaire, mais ça ne dit rien forcément sur les contraintes qui ont amené les personnes à venir à l'aide alimentaire. Donc, ça ne rend pas compte des déterminants et des causes de la précarité alimentaire, pardon. Donc, ce contexte-là a amené une diversité d'acteurs à se pencher sur cette question du diagnostic de la précarité alimentaire, et en particulier à l'échelle territoriale. Et ces travaux, ils ont eu un espace de mise en commun extrêmement intéressant qui était le comité de coordination de lutte contre la précarité alimentaire, le COCOLUPA, qui avait un groupe de travail qui était dédié à cette question de la caractérisation de la précarité alimentaire et dans lequel la question de cette approche territoriale a pu être discutée. Et le projet, donc VOP Salim 34 à l'époque, était tout à fait partie prenante avec un portage scientifique INRAE CIRAD cher et venait porter à la réflexion et se nourrir aussi des réflexions de ce groupe de travail le projet de développement d'une méthode de caractérisation de la précarité alimentaire qui était développée dans le cadre de VOP Salim. Voilà, ça c'est pour vous donner un petit peu le contexte. Maintenant, l'idée, c'est de vous présenter un peu la méthodologie, la logique dans laquelle on a été dans le cadre de la production d'un outil que je vous présenterai juste ensuite. Ce qui est important de comprendre, c'est que la démarche de Obsoalim 34, dans cette idée de caractériser la précarité alimentaire à l'échelle locale, elle repose sur un principe à trois piliers. Le premier de ces piliers étant la multidimensionnalité. Il y avait vraiment l'intention de partir de la diversité des contraintes qui amènent les personnes dans une situation de précarité alimentaire et également d'aller au-delà de la seule approche économique, de la seule contrainte économique, dont on sait qu'elle a un poids prépondérant et ça, on l'a aussi pris en compte dans le calcul qu'on a mobilisé dans l'outil,
mais c'est pas la seule. On sait qu'il y a des enjeux d'isolement social, d'environnement alimentaire plus ou moins riche, ou du coup pauvre en offre alimentaire de qualité. Et l'idée, c'était de pouvoir intégrer ces différentes dimensions de la précarité alimentaire. Le deuxième pilier, c'était donc celui de l'approche territoriale. Euh, il n'y a pas en France d'enquête qui soit menée de façon routinière sur l'aide alimentaire, ni à l'échelle nationale, ni à l'échelle territoriale. Pour autant, il y en a quand même quelques-unes qui sont réalisées à l'échelle nationale de temps à autre. Mais à l'échelle territoriale, c'est vraiment à l'initiative des territoires et en réalité, il y en a assez peu qui existent. Donc l'idée, c'était de pouvoir apporter un outil vraiment pour les territoires, capable de situer ce qui se passait dans, par exemple, des territoires ruraux, dans des quartiers prioritaires de la ville, et ce que ça veut dire en termes de précarité alimentaire. Et puis le troisième pilier, c'était celui de la pérennité et de la reproductibilité de l'outil. En effet, il y avait deux façons d'envisager les choses. Une première, ça aurait été de faire une enquête à un instant T pour caractériser ce qui se passait dans l'Hérault. Mais les résultats qui en seraient sortis n'auraient été valables que dans l'immédiateté de l'étude. On n'aurait pas pu s'en servir quelques années après. Et puis surtout, ça n'aurait bénéficié que au territoire dans lequel on avait fait l'étude. Et l'idée pour nous, c'était de pouvoir poser les bases d'un observatoire qui dure dans le temps et puis qui puisse aussi enfin, dont l'outil puisse aussi bénéficier à d'autres territoires. Et donc ça nous a amené à faire un choix sur le type de données qu'on mobilisait dans le cadre de cette démarche, qui était de données actualisées et en libre accès, et donc essentiellement de la donnée publique issue de bases de données comme celle de l'INSEE, par exemple. Donc à partir de ce principe général, on est passé à cette étape de sélection des données qu'on mobilisait dans le cadre de cette démarche. Donc on a croisé à la fois la revue de littérature qui nous indiquait quelles sont les grandes catégories de facteurs de risque qui peuvent amener à l'aide alimentaire. On en a retiré 4. Il en existe plus, mais ce sont les 4 pour lesquels on a pu mettre des indicateurs en face. Il y a une autre catégorie de facteurs de risque, par exemple, qui concerne l'équipement pour cuisiner, on sait que c'est un frein à l'accès à une alimentation saine et de qualité quand voilà, quand on n'a pas de frigo, pas de four, quand on vit dehors, c'est un obstacle. Mais ça, effectivement, il n'y a pas de données publiques actualisées dans le temps qui nous permettaient de renseigner ce paramètre-là. Et donc, on a donc mis en face ces grandes catégories de facteurs de risque des données disponibles sur les sites de l'INSEE ou de la BPE. Pour vous détailler les catégories de facteurs de risque qu'on a retenues, ce sont donc les contraintes économiques, ce qui fait que voilà, du point de vue économique, les denrées alimentaires de qualité ne sont pas accessibles au porte-monnaie. L'isolement social, on sait que c'est un facteur d'appauvrissement alimentaire parce que le repas est un moment de plaisir, de partage et que quand on perd cette dimension sociale, on a moins l'envie de s'alimenter, moins l'envie de cuisiner pour s'alimenter correctement. L'environnement alimentaire, quand on n'a pas près de chez soi ou que c'est très difficile d'avoir accès à des lieux où se vendent des produits alimentaires de qualité, c'est un déterminant de précarité alimentaire. Et on a aussi identifié un facteur de risque sur l'information alimentaire qui pouvait faire qu'on n'avait pas forcément toutes les clés en main au moment de faire un choix en matière d'alimentation et qui pouvait amener à des contraintes de précarité alimentaire. Et concrètement, la façon dont on a mis en œuvre cette démarche méthodologique, l'idée c'était de calculer un score de risque de précarité alimentaire par catégorie et également d'obtenir un score pour l'ensemble de ces catégories. Et ce score, la façon dont on a choisi de le matérialiser, c'est de façon très concrète dans quelque chose qui parle à des acteurs territoriaux. C'est une cartographie qui permet, par exemple, de rendre compte de disparités territoriales entre offre et demande. L'une des idées étant de pouvoir superposer à la carte des risques de précarité alimentaire la carte des points de vente, enfin points de vente, points d'aide alimentaire, points de solidarité alimentaire, ce qui permet de pouvoir dégager une réflexion autour de quelles sont les zones blanches dans lesquelles il y a un écart entre offre en matière de solidarité alimentaire et risque. Voilà, je dis à ce stade, je le dis tout de suite, c'est une démarche qui est en cours, qui, vous verrez quand je vous présenterai l'outil, c'est un travail qui est toujours en train de se faire. Et surtout, il est important de comprendre que cette méthodologie, c'est un premier pas, mais qu'elle n'est pas satisfaisante en l'état, parce que comme je vous le disais, il y a des catégories de facteurs de risque qu'elle ne prend pas en compte, toutes les dimensions qualitatives liées au ressenti, au vécu de la précarité alimentaire c'est difficile de l'intégrer à ce stade. Il y a des hypothèses qui peuvent être discutées,
sur la façon dont l'outil a été construit et qui d'ailleurs, voilà, on est tout à fait ouvert à ces discussions-là. On est encore en train de superposer précarité, carte des solidarités alimentaires et carte des facteurs de risque, donc on n'a pas encore les résultats partout. Donc voilà, c'est un travail qui est vraiment en cours. Et encore une fois, on ne montre que des risques de précarité alimentaire. C'est-à-dire qu'une zone qui va apparaître en rouge sur la carte, ça ne va pas être un endroit où il y a de la précarité alimentaire, c'est un endroit dans lequel il y a un ou plusieurs facteurs de risque de précarité alimentaire. Donc c'est plutôt un outil qui se veut être de l'ordre d'une première étape de diagnostic dans lequel la seconde étape, c'est d'aller plus creuser en lien avec les acteurs de terrain quelles sont les contraintes qui se posent véritablement. Et puis pour vous rapidement vous décrire le processus qu'il y a eu de passage entre la méthodologie et l'outil, bah, la première étape, ça a été la production d'un SOWAT, d'un policy brief, qui décrivait un petit peu le travail qui était mené. Donc ça, c'était il y a un an maintenant. Entre décembre 2022 et septembre 2023, eh bien, il y a eu un gros travail à la fois d'ajustement de la méthodologie. Comme je vous disais, c'est une méthodologie qui est vivante et qui a évolué, qui va continuer d'évoluer. La seule chose, c'est que le principe avec les trois piliers il reste complètement inchangé. Ça, c'est le fondement de la démarche. Pour le reste, voilà, il y a eu un retravail sur le type de données utilisées et sur le calcul des scores. Il y a eu ainsi un gros travail sur le développement d'une approche infracommunale, parce que c'est aussi l'un des objectifs de ce travail d'observatoire, c'est de renseigner aussi ce qui se passe à l'intérieur de certaines zones urbaines importantes. Si on prend l'exemple d'une ville comme Montpellier, c'est vrai que ça ne rend pas bien compte de la réalité que d'avoir un score à l'échelle de la commune quand on considère que c'est une ville composée d'une grande diversité de quartiers qui relèvent de réalités très différentes en matière de précarité alimentaire. Et enfin, c'était le développement concret de cet outil, donc ce qui prend la forme d'une plateforme numérique qui a été réalisée avec un partenaire technique qui est le BASIC et qu'on remercie beaucoup pour le travail qu'il a pu mener et qu'il continue à mener sur la plateforme. Donc septembre, c'était le moment où on a présenté aux acteurs du territoire de l'Hérault ce travail une première version de la plateforme. Depuis septembre, la plateforme a évolué. On est passé sur une deuxième version. Il y en aura certainement encore une troisième et une quatrième avec en ligne de mire une version finale en début d'année 2024. Et puis, on est dans une démarche aussi constante de mise en lien avec d'autres projets qui travaillent sur la même thématique et notamment ceux qui intervenait dans le groupe de travail numéro 1 du Cocolupa dont j'ai pu vous parler précédemment. Et peut-être pour terminer, dans le temps qui me reste, je peux vous montrer à quoi ressemble la plateforme. On vous enverra un lien de toute façon à la fin de ce webinaire pour que vous puissiez naviguer sur l'outil. Alors, je vous partage. Voilà, donc un peu la forme que ça prend. L'idée, c'est assez rapidement, en arrivant sur le site, de pouvoir se rendre compte de ces différentes catégories de facteurs de risque que je vous indiquais. Il est possible à ce moment-là de cliquer sur une pour arriver sur une page qui vous détaille ce facteur de risque. Qu'est-ce qu'on entend par environnement alimentaire appauvri? En quoi ça contribue à de la précarité alimentaire? On vous a mis pour chaque catégorie de facteurs de risque une ou plusieurs références bibliographiques. C'est une liste qui a vocation à s'allonger, bien sûr. Et puis, une présentation des indicateurs qui ont été utilisés pour construire le score, avec voilà, une indication sur où est-ce que vous pouvez trouver plus d'informations sur cet indicateur si vous le souhaitez. Et on a eu à cœur, même si à date, c'était en effet compliqué de le rentrer dans le cœur du résultat de l'outil, mais de mettre en visibilité pardon, cette dimension qualitative. Donc, on a joint à la présentation de chaque catégorie de facteurs de risque des verbatims qui sont tirés de l'ouvrage ATD Carmon de Se nourrir lorsqu'on est pauvre et qui viennent illustrer par des propos de personnes qui connaissent, qui ont l'expérience de la précarité alimentaire chacune de ces catégories de facteurs de risque. Ensuite, l'idée, c'est qu'assez rapidement, vous puissiez choisir un département. Donc, je vais bien sûr choisir l'Hérault. Et là, vous arrivez sur une page qui vous propose de sélectionner le facteur de risque sur lequel vous souhaitez avoir un rendu cartographique.
sachant qu'il est aussi possible d'emblée d'avoir l'approche combinée dont je vous parlais, qui est une lecture cartographique dans laquelle toutes les catégories de facteurs de risque sont combinées. Si on garde l'exemple de l'environnement alimentaire appauvri, par exemple, il y a encore un petit peu de temps de latence, mais on obtient une carte de ce type, donc qui montre des zones plus ou moins foncées. Donc vous avez la légende qui est sous la carte et qui montre des niveaux de risque qui vont de très bas à très élevés. Donc là, nous sommes sur les choix des paramètres sont sur la partie droite de l'écran. D'emblée, par défaut, vous arrivez sur une agrégation des indicateurs de la catégorie. Donc ici, nous sommes sur environnement alimentaire appauvri, qui est une catégorie de facteurs de risque qui est composée de deux facteurs de risque, le taux de non-motorisation des ménages et le temps d'accès par la route vers une grande surface. Et donc d'emblée, vous arrivez vers une lecture cumulée de ces deux facteurs de risque, mais il est tout à fait possible d'avoir une lecture par facteur de risque. Et vous voyez que là, tout de suite, si on regarde le temps d'accès par la route vers une grande surface, que le résultat est assez éloquent avec, pour ceux qui connaissent pas forcément le territoire de l'Hérault, des territoires ruraux au nord-ouest du département qui effectivement sont nettement moins pourvus en termes de commerce alimentaire et dans lequel on voit sans grande surprise que, a priori, ça peut représenter un facteur de risque de précarité alimentaire plus important. Dans cet espace paramètres, il y a aussi la possibilité de choisir l'échelle de référence. Donc, c'est-à-dire que, et là, je vous invite à vous référer à l'onglet méthode de calcul qui est sur le bandeau audio pour avoir le détail de la façon dont a été construite cette carte. Mais on propose en tout cas d'avoir deux lectures. Une lecture dans laquelle on étudie le temps d'accès par la route vers une grande surface en comparant les données juste à l'échelle de l'Hérault et une où on compare à l'échelle nationale avec une lecture France entière. Voilà, et puis vous pouvez changer assez facilement de catégorie de facteurs de risque pour aller voir ce qui se passe dans d'autres. Et vous avez aussi les résultats moyens pour le département et la France de ce temps d'accès par la route. Donc là, il est en seconde. Et si vous souhaitez avoir l'exemple de ce qui se passe dans une ville, donc prenons l'exemple de Montpellier, vous avez ici, bah, voilà, la durée moyenne, c'est 0 seconde parce que les moyennes font qu'en fait, il y a des commerces alimentaires souvent très, très proches. Alors que si on prend une ville plus rurale comme Rosys, on voit que le temps d'accès par la route est beaucoup plus élevé. Et on peut, en le comparant à la moyenne de la France ou du département, se rendre compte d'à quel point c'est écarté de la moyenne. Et puis, vous trouvez également ici un espace interpréter les résultats qui vous indique comment lire les valeurs extrêmes sur les niveaux de risque très élevés ou très bas. Vous pourrez trouver également, selon les indicateurs choisis, des zones grisées qui correspondent aux communes pour lesquelles il n'y a pas de données parce qu'elles sont soumises au secret statistique. Euh, voilà, et donc ça c'est pour une vision par indicateur, mais vous pouvez aussi tout à fait avoir l'approche combinée, qui va peut-être mettre un petit peu de temps, voilà, non, c'est bon, à charger, qui elle vous montre une lecture des niveaux de risque de précarité alimentaire dans l'Hérault, qui prend en compte le cumul des facteurs de risque liés aux contraintes économiques, à l'isolement social, à l'environnement alimentaire appauvri et à l'accès à l'information. Voilà, que vous dire de plus? Comme je vous l'indiquais, l'idée, c'est que dans un deuxième temps qui est imminent, l'outil puisse donner une lecture à l'échelle des iris, donc des quartiers, pour les villes qui disposent d'iris. Et donc là, la cartographie elle fonctionnera sur le même principe de code de couleur qui permettent d'identifier des niveaux de risque différents, mais elle permettra voilà, de le faire à une échelle plus fine de l'iris. Et pour vous présenter peut-être les autres onglets du site, ici on revient sur la présentation des différents facteurs de risque que j'évoquais tout à l'heure. Nous avons un onglet méthode de calcul qui vous détaille un petit peu les parties pris méthodologiques qui permettent d'aboutir aux différentes cartes. Il y a un onglet à propos qui vous décrit ce que je vous expliquais un petit peu en début d'intervention sur la genèse du projet, qu'est-ce qui permet de faire, qu'est-ce qui ne permet pas de faire ou de conclure.
le lien avec le comité de coordination de lutte contre la précarité alimentaire. Et puis enfin, et je terminerai là-dessus, nous avons eu à cœur de créer un onglet Nous contacter, parce que comme je vous le disais, c'est un outil qui est vivant, qui est en cours de construction et qu'on espère pouvoir être co-construit le plus largement possible. Donc on est extrêmement preneur de retour de la part de différents utilisateurs et utilisatrices. Et donc on vous invite, une fois que vous aurez pu naviguer sur cet espace-là, à venir nous faire part de retours que vous pourriez avoir via cet espace. L'idée étant qu'on puisse les intégrer avec le basique, le partenaire technique enfin, voilà, on ne pourra pas forcément tous les prendre en compte, vous vous en doutez bien, mais en tout cas, c'est important pour nous de pouvoir avoir voilà, le maximum de retours pour pouvoir améliorer cette plateforme par la suite. Voilà, je crois que j'ai tout dit. N'hésitez pas si voilà, vous avez des questions et je pense qu'on pourra prendre un temps de questions-réponses à la fin des trois interventions. Merci beaucoup.